Bonsoir à toutes et à tous. Heureux de vous retrouver pour une nouvelle semaine de Sens Public, votre rendez-vous quotidien de débat, de reportage et d'analyse sur Public Sénat. On veut donner du sens à l'actualité avec nos experts en leur proposant chaque soir du temps pour décortiquer les thèmes que l'on choisit avec deux débats comme tous les soirs. L'actu pour commencer et cette pénurie d'essence qui gagne du terrain. Un tiers des stations françaises touchées selon le gouvernement qui va débloquer les stocks stratégiques. Emmanuel Macron s'est voulu rassurant cet après-midi, affirmant que les négociations étaient en bonne voie. L'exécutif a-t-il réagi trop tard? La grève lancée par la CGT chez Total Energy est-elle une grève politique? Réponse dans une minute. Et puis pour notre débat volontairement décalé de l'actualité du jour, débat de société, on plonge dans les eaux troubles des cyberattaques, de plus en plus nombreuses, de plus en plus coûteuses, de plus en plus dangereuses aussi, surtout à l'hôpital. Les écrans étaient noirs, les urgentistes ne savaient même plus quels patients ils avaient dans les lits et ils ne savaient plus quelle prise en charge il y avait. Donc il fallait absolument qu'on sécurise les soins. Qui sont ces délinquants? Comment se protéger? Pourquoi la guerre en Ukraine ouvre une nouvelle ère dans les cyberattaques? Ne ratez pas les explications de nos experts dans 45 minutes. Mais d'abord, on vous raconte l'histoire d'une grève préventive aux conséquences socialement inflammables. Cécile Sixou. Des files de voitures dès les premières heures de la matinée. La situation est critique en région parisienne et dans les départements des Hauts-de-France, où près de 50% des stations-service sont partiellement à sec. En France, en moyenne, 30% ne sont plus réapprovisionnés. Une situation de plus en plus compliquée pour beaucoup de Français qui ont besoin de carburant pour travailler. Moi, j'ai une entreprise, donc j'ai déjà 2 camionnettes qui sont bloquées au dépôt. Et puis là, je suis sous réserve, donc il faut absolument que je fasse le plein, quoi. Sinon, je ne peux plus me déplacer. Soulagée à l'instant T, là, parce que je suis plus qu'en réserve. Toujours la peur de ne pas avoir de carburant pour aller travailler. C'est quand même une situation très stressante, mais on fait avec et on compose. Pour le moment, les grèves dans les raffineries Total et Esso entamées il y a 10 jours se poursuivent. Les syndicats demandent une augmentation de 10% des salaires, dont 7% pour compenser l'inflation et 3% pour les bénéfices engrangés par leur groupe. Ils n'ont pas répondu aux satisfactions des salariés, notamment en termes de primes de reconnaissance par rapport aux bénéfices pharaoniques qui sont réalisés dans le groupe. Pour rappel, c'est 409 millions d'euros réalisés sur 6 mois. Et on considère que 3 000 euros, ce n'est pas satisfaisant par rapport aux profits qui sont réalisés. Des discussions sur les salaires entre syndicats et direction des groupes pétroliers étaient initialement prévues en novembre, mais les syndicats ont lancé un mouvement social avant. Gabriel Attal, le ministre délégué au compte public, critique la méthode et dénonce une grève préventive. Qui est des négociations, une décision, et que des syndicats disent on n'est pas d'accord avec la décision, on fait grève pour la contester. Moi, je l'entends parfaitement. Là, en l'occurrence, il y a des discussions qui étaient annoncées. On a demandé à Total de les anticiper, et donc elles vont démarrer plus tôt que prévu, dès ce mois-ci. Je crois que c'est aussi le cas chez Esso. Et donc, dans ces conditions-là, moi, il me semble curieux de ne pas attendre que les discussions se soient nouées et qu'une décision ait été prise, ou en tout cas proposée aux syndicats. Le gouvernement a promis de tout faire pour débloquer la situation avant la fin de la semaine. Alors c'est surtout la gestion politique des conséquences de cette grève que l'on va analyser avec un possible effet domino sur la grogne sociale et les revendications salariales. Et je vous présente mes invités. Émilie Zapalski, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue Émilie, communicante, fondatrice de l'agence Émilie Conseil. Catherine Tricot, la directrice de la revue Regard. Bonsoir et bienvenue. Jean Garrigue, historien. Bonsoir Jean, bienvenue, président du comité d'histoire parlementaire. Et vous publiez, il est tout chaud, il sort à peine des presses, chez Talandier, Élysée contre Matignon, le couple infernal. Il est tellement tout chaud que je l'ai en main, mais on n'a pas eu le temps de le préparer en infographie. En tout cas, on est heureux de vous recevoir. Mathieu Croissando, éditorialiste politique. Bonsoir. Bonsoir Mathieu et bienvenue à vous. Je rappelle quelques chiffres. Chiffres du ministère de la Transition énergétique. 30% des stations-service touchées en France, avec des disparités, on l'a vu dans le reportage, selon les régions, 55% dans les Hauts-de-France, 45% en Île-de-France. Ces chiffres, Émilie Zapalski, ils s'expliquent aussi par notre inquiétude de consommateurs et de citoyens, la peur de manquer de carburant qui entraîne une surconsommation. Il nous manque 10 litres ou 12 litres, on y retourne quand même. Enfin, tous ces comportements-là, on les a et on les partage avec nos téléspectateurs, donc il n'y a pas de leçon à donner. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que
malgré, il y a eu plein de messages rassurants, la parole politique, elle a du mal à peser dans un contexte comme celui-là. En fait, il y a une difficulté. Il y a cette difficulté-là en termes de communication, c'est-à-dire que plus on en parle, plus on dit qu'il y a une pénurie, plus les gens vont aller chercher des bidons ou en tout cas faire le plein à titre préventif. Donc il y a cette difficulté. Après, je pense qu'il y a l'autre difficulté pour le gouvernement, c'est compliqué d'en parler. On est quand même à l'Assemblée sur le budget. Alors, il peut y avoir un petit peu cette négociation parce qu'on commence à parler de taxes sur les super profits. Enfin, évidemment, l'opposition, ça fait plusieurs semaines. Il y a eu la taxe européenne sur les énergéticiens. On se souvient quand même d'Emmanuel Macron qui parlait pendant le Covid des profiteurs de guerre en parlant des assureurs. Donc, il y a quand même cette espèce de petite musique de se dire, s'il y en a qui s'en mettent plein les poches, on peut imaginer qu'on partage davantage les richesses. Il y a cette musique qui s'installe largement. Et je pense qu'à côté de ça, il y a aussi un rapport au travail. On sait que si on enlève un petit peu la crise énergétique, mais on était plutôt en période de pénurie d'emplois puisqu'on a un taux de chômage très bas et donc les salariés sont plus en demande de conditions de travail, de salaire. Ils sont plus en rapport de force positif pour eux. Donc ça fait beaucoup d'éléments pour le gouvernement et c'est comme s'il voulait pas ouvrir la boîte de Pandore en se disant si on a l'impression qu'on lâche un petit peu là-dessus, ça risque d'être la contamination dans plein d'autres secteurs professionnels. C'est pour ça d'ailleurs que ce conflit il est intéressant à plus d'un titre et on va détailler un peu ces différents enjeux ensemble. Catherine Tricot, la grève dans les raffineries Total, elle a démarré le mardi 27 septembre. Ça fera donc 2 semaines demain. Est-ce qu'il y a eu un manque de réaction, un petit retard à l'allumage du gouvernement? Oui, moi je pense qu'ils espéraient que ça allait se tasser, se régler sans faire trop de dégâts, parce que les enjeux qui sont là sur la table sont multiples et sont centraux pour le gouvernement. D'une part, il y a cette question des super profits. Pour mémoire, quand même, 8 milliards de dividendes qui ont été versés début septembre aux actionnaires de Total. 8 milliards. Sachant que là, on parle de 8 milliards pour la réforme des retraites qu'on veut économiser et que la revendication salariale porte sur 150 millions. C'est-à-dire que les ouvriers qui sont en grève dans les raffineries demandent une augmentation qui va coûter 150 millions. Mais ils ont eu 8 milliards, d'accord? Donc ça, c'est le premier point. Deuxième point, je pense, qui pose problème, c'est que, je dirais, c'est malencontreux pour eux, mais le gouvernement fait un plan de sobriété qui est quand même assez minime et qui montre quand même... Disons qu'il repose sur le sens de la responsabilité des Français. Peut-être, mais surtout, ce que je veux dire, c'est qu'ils n'anticipent pas beaucoup. Voilà. Et là, ils n'anticipent pas du tout. C'est-à-dire que cette histoire de grève, là, il y a quand même un défaut d'anticipation sur un sujet qui est quand même... il y a une espèce de gap. Et puis le troisième point, c'est qu'en fait, ça vient au moment où la question du coût de la vie et la question des salaires est devenue une question nationale. Tout le monde ne parle que de ça. Et à juste titre, face à une inflation qui est toujours au-delà de la question des ouvriers, des gars qui travaillent dans les raffineries de Total ou d'Exxon, tout le monde se plaint des petits salaires en France. Et c'est tellement vrai qu'on a du mal à recruter des profs, des infirmières, des conducteurs pour les transports d'enfants, des transports scolaires, etc. En fait, tous les secteurs sont en déficit. Et donc là, la question d'augmenter les salaires devient une question qui court et qui est centrale. Et donc, le gouvernement espérait que ça ne ferait pas trop de bruit. Que ça ne ferait pas trop de bruit. Bon, pour l'instant, c'est raté. Jean Garrigue, peut-être votre analyse un peu générale, parce qu'il y a un argument qui consiste... Là, on est en train de dire le retard à l'allumage, le gouvernement aurait pu s'en charger, sauf qu'il y a quand même un dialogue social au sein de ces entreprises. Il faut peut-être lui laisser un tout petit peu le temps de s'installer. Moi, il me semble qu'on aurait tort de se focaliser sur les réactions du gouvernement. Là, en l'occurrence, ce qui compte, c'est finalement cet aspect très archaïque du dialogue social en France. C'est-à-dire que vous avez une direction qui manifestement n'entend pas suffisamment les revendications assez finalement logiques de ceux qui les profèrent. Puis d'un autre côté, un syndicat, notamment la CGT, qui, dans cette stratégie de grève préventive, se situe, à mon sens, aussi dans quelque chose d'assez archaïque. Cette impossibilité, ou en tout cas cette difficulté du dialogue social en France, si on compare avec d'autres pays européens. Est-ce que vous diriez ce jeu de rôle, oui, c'est ça. C'est parce qu'on ressent souvent localement, au sein des entreprises, dans les PME ou des entreprises de taille intermédiaire, les syndicats, CGT y compris, signent énormément d'accords, mais ça prend une ampleur un peu nationale. Alors, il y a des élections professionnelles qui se profilent, il y a l'échéance de la manifestation du 16 octobre, il y a des choses aussi qui se construisent par rapport au calendrier politique. Non, mais je termine ce que je veux dire. Et en même temps, moi, ce qui m'intéresse en tant qu'historien, c'est qu'il y a, à mon sens,
Je pense que ça révèle à quel point notre dialogue social reste encore un peu archaïque. Et en même temps, quelque chose de très nouveau, qui est comme une sorte de nouvelle révolution sociale, c'est-à-dire cette exigence légitime des travailleurs à obtenir le partage des richesses. Mais, je le répète, ça ne doit pas non plus oblitérer et nous empêcher de voir la responsabilité du président directeur de Total, je ne sais pas quel est son titre. Patrick Pouyanné, oui, je connais PDG, son nom, mais président directeur général. PDG, voilà. Et des syndicats qui, à mon sens, là aussi, ne sont pas forcément dans le droit. Sur le climat social et sur les leçons générales, on y reviendra, je vous le promets, dans un chapitre. Mais Mathieu, je voudrais bien vous entendre peut-être justement sur cette gestion de crise. On va rester concentré un peu là-dessus par l'exécutif. C'est quand même un condensé de ce qu'il ne faut pas faire, d'une certaine façon. Hein. Sous-estimation du risque, manque d'anticipation, Catherine l'a dit, négation de la réalité ou déni de réalité. Retard dans la réaction, on a en fait tous les ingrédients d'un combo perdant. En 10 jours de temps, la situation s'est dégradée sans que les ministres concernés ne semblent prendre la mesure du problème. Écoutez par exemple ce que disait Olivier Véran à la sortie du Conseil des ministres. C'était mercredi dernier. Je vous ai donné les chiffres, nous ne sommes pas en situation de pénurie, mais il y a des tensions, elles sont temporaires, nous pouvons les expliquer et nous estimons que tout est mis sur la table pour faire en sorte qu'elles soient résorbées. Alors, pas de pénurie, donc, mais des tensions temporaires. C'est important les mots, et on sait bien que celui de pénurie, il est interdit au sommet de l'État, il est interdit à l'exécutif parce que on est en plein de plans de sobriété, il y a des inquiétudes sur le gaz, on ne veut pas parler de pénurie, donc pénurie, on ne le dit pas. Vendredi, petit changement de braquet. Dans les files d'automobilistes qui s'allongent quand même dans les Hauts-de-France et en Ile-de-France, Olivier Véran parle de difficultés. En privé, le porte-parole du gouvernement pèse contre la panique des automobilistes qu'il compare à celle des Français au moment du confinement avec le papier toilette. L'idée, il ne va plus y en avoir, donc il n'y en a plus. Et en déplacement à Alger, Elisabeth Borne promet des améliorations pour sortir de ces difficultés. On est toujours dans les difficultés. Or, ce matin, vous avez montré les chiffres. La moitié des stations est en rupture de stock dans les Hauts-de-France et en Ile-de-France. Quand on calcule, ça fait quand même deux régions qui regroupent à elles seules 18 millions d'habitants. Hein. C'est un Français sur 4. Et on rappelle quand même que le mot pénurie, ça veut dire le manque de ce qui est nécessaire. Et là, on est très clairement en situation de pénurie, même si le gouvernement joue un peu avec les mots. Dans ces deux régions-là, c'est la pénurie. Et alors, donc, sur la temporalité, vous dites que le gouvernement a tardé à réagir ? Oui, alors il faut reconnaître à la décharge de l'exécutif que c'est pas facile. Vous l'avez dit, d'abord parce que c'est un conflit du secteur privé qui oppose une direction et des salariés dans un secteur privé. L'État n'a pas beaucoup la main sur ce qui se passe dans les entreprises. Alors, il peut légiférer, mais pas intervenir comme ça directement. Il y a pas beaucoup d'armes non plus. Hein. Il y a les préfets, on l'a dit, qui peuvent éventuellement recourir à la force, soit pour débloquer les sites, soit pour réquisitionner de la main-d'œuvre des salariés sur place. Mais dans les deux cas, ils ne le font qu'en cas de force majeure, j'allais dire, et que pour garantir un service minimum. C'est-à-dire pour assurer la livraison et la distribution d'essence pour les véhicules d'urgence, pas pour un retour à la normale pour tous les Français. Et puis enfin, l'État en avait une arme, c'était les fameuses réserves stratégiques, mais là encore, ça a été débloqué trop tard. Et puis quand même, je reviens à ce que disait Véran, quand je ne vais pas citer Camus, mal nommer les choses, c'est ajouter au malheur du monde, parce qu'on parle d'un plein d'essence, donc c'est pas non plus, c'est peut-être un peu too much, mais quand même, quand vous donnez le sentiment de nier ce que vivent les gens sur un sujet, vous avez dit inflammable, moi je dis explosif, que le carburant, souvenez-vous les gilets jaunes, hein. Et puis ça touche aussi la liberté d'aller venir pour les Français. Le confinement, on a l'impression que les choses se répètent un peu comme allez vous faire vacciner, mais il n'y a pas de vaccin, mais si on vous dit qu'il y en a, et voilà. Enfin, on est toujours dans cette espèce de déni de réalité. Et alors, je le disais en titre, le président de la République s'en mêle. Oui, du coup, ce matin, l'Élysée a fait savoir qu'il allait reprendre le dossier en main. C'est en tout cas le signe que le gouvernement s'est montré défaillant. On verra bien ce que fait Emmanuel Macron, qui souhaitait mettre la pression sur les syndicats et les directions des raffineurs. Mais c'est pas évident. Écoutez ce qu'il a dit cet après-midi. Je souhaite que dans les prochaines heures dans les prochaines heures et au plus vite, il y ait une issue qui soit trouvée à cela. Mais vous comprendrez aisément qu'on ne va pas rentrer dans une situation où c'est le président de la République qui va faire les négociations salariales chez SO Total. Parce que là, on va partir cul par-dessus tête. Hein. Eh ben voilà, on va partir cul par-dessus tête si le président de la République fait les négociations chez Total, ce qui montre bien que c'est un job dont il se serait visiblement bien passé. Mais voilà, je la trouve assez symbolique, cette gestion de crise, de la façon dont cet exécutif exerce le pouvoir, y compris lors du précédent quinquennat. Ouais. Cul par-dessus tête, c'est drôle, Émilie, on retrouve le sens des expressions un peu surannées ça m'en touche une sans faire bouger l'autre, les carabistouilles. Non, mais Emmanuel Macron également. Hein. Ça, c'était pour les Uber
Files, les Uber le dossier. Non, ce que je trouve, on sent qu'il y a une espèce de pression qui monte. Et il y a le 16 octobre quand même, il y a la marche contre la vie chère. Et on voit bien que jusqu'à maintenant, les citoyens, les gens sont plutôt préoccupés par leur portefeuille. Peut-être que justement, cette histoire de carburant qui était très concrète, c'est-à-dire qu'on voit les files d'attente, on voit les énervements, on voit ce que ça empêche de faire, c'est très concret. Et peut-être que ça sera la goutte d'eau supplémentaire qui fait que d'un coup, il n'y a pas la révolution, mais en tout cas, il y a une envie un petit peu de montrer son mécontentement et cette espèce de colère qu'on sent depuis longtemps. Juste pour revenir sur les négociations, moi je pense que c'est... et je pense que le gouvernement n'a pas cette vision un petit peu moyen ou long terme. On a changé de modèle au niveau du travail. On a changé depuis le Covid. Il y a un rapport de travail complètement différent qui n'est pas du tout appréhendé. Et ça, ces conditions de travail, ça fait partie de ce changement de rapport au travail. Et il y a certaines entreprises, je ne sais pas, Carrefour, Airbus, Air France, qui ont anticipé ça et qui ont déjà balancé les augmentations de salaire dans une négociation qui se passe quand même relativement bien, un dialogue social. Total aussi, hein, certainement pas suffisamment pour les salariés de ces raffineries, mais Total aussi. Ils ne se rendent pas compte de ce qui se passe dans le monde d'aujourd'hui. Et je pense que c'est la même chose pour la transition énergétique. Je vais juste, puisque vous l'abordez maintenant... Dans un allumage en retard, mais en retard qui risque de nous coûter très cher. Puisque vous l'abordez maintenant, je suis sûr que vous allez me suivre en régie, ce communiqué de Total, puisqu'on parle justement des salaires des ouvriers et des eaux. Alors le terme, c'est opérateur de raffinerie, je crois que c'est le terme qui est employé par Total. Je suis en train de rechercher, la voilà. Donc alors là, avec mes yeux, je peux pas le lire, mais vous êtes en train de le lire grâce à moi. Donc le prix moyen, je l'ai pas là, mais bon, c'est pas grave. Ah voilà, je l'ai trouvé. C'est là que vous voyez que je pourrais mettre des lunettes pour lire les infographies. Donc 9 000 €, ça c'est l'intéressement, 7 250 € montant minimum, rémunération moyenne d'un opérateur de raffinerie en 2022, 5 000 € par mois, intéressement, participation compris. Catherine Tricot, je vous voyais réagir parce que, alors c'est sous-entendu, on est bien au-delà du salaire médian, on est dans la France riche, enfin voilà, 5 000 € par mois. Ce matin, la chronique de Dominique Seux sur France Inter a fait quand même grand bruit parce que justement, il a repris tel quel ce communiqué, alors que les syndicats contestent ces chiffres. Donc déjà, on pourrait au moins avoir un regard contrarié, contradictoire. La CGT dit c'est 3 000 € et pas 5 000 €. Donc par ailleurs, on ne nous parle pas du patron. Alors après, est-ce que c'est avec prime, est-ce que c'est salaire moyen, chacun doit pouvoir sortir le chiffre qui l'arrange. Mais même 3 000 € par rapport à la moyenne des Français, c'est beaucoup. On est bien d'accord. On est d'accord. C'est plus que la moyenne des Français. Donc confère la discussion de tout à l'heure, c'est-à-dire qu'en fait, les salaires en France ont beaucoup reculé. C'est-à-dire qu'en fait, les gens gagnent trop mal leur vie aujourd'hui. Donc 3 000 €, avant, c'était le salaire d'un prof et aujourd'hui, ce n'est plus le salaire d'un prof. Donc 3 000 € apparaît comme mérifique quand c'est un salaire qui peine à vous faire vivre en région parisienne, en tout cas, je veux dire, avec le prix des loyers, des transports, etc. Mais par ailleurs, ce que je trouve intéressant, c'est qu'on communique sur le salaire, le salaire du patron Total qui s'est augmenté, lui, de 52% et qui ne gagne que... Je vais rappeler comment ça marche. Attendez. Je vais rappeler comment ça marche, juste pour qu'on sache. C'est pas lui qui se... Voilà, non mais juste, il faut dire les mots. C'est pas lui, c'est sa part variable. D'accord. Très bien, alors il y a les bons résultats, donc la part variable augmente, et ensuite c'est voté en Assemblée Générale par les actionnaires. Absolument. Actionnaires à qui il y a eu beaucoup d'argent distribué aussi. Voilà, tout ça peut marcher ensemble, mais voilà comment ça marche. Quand je disais lui, c'est pas lui qui se l'est octroyé, ce que je veux dire, c'est que c'est sûr. Non, c'est pas lui qui se l'est octroyé, mais n'empêche que lui, il a bénéficié. Ça peut se refuser, il y a des patrons qui l'ont fait, il y a même des patrons qui ont décidé de donner leur boîte à des fondations, le patron de Patagonia en l'occurrence. Donc lui a gagné une augmentation de ses revenus de 52%. Donc je veux dire, c'est pas lui qui l'a décidé, mais n'empêche qu'il a bénéficié de ça, alors qu'on refuse les 10% au reste des salariés. Et enfin, dernier petit point que je voulais dire, c'est que je pense que si c'est un problème qui devient un problème politique, c'est qu'en fait, il y a eu un débat politique sur qu'est-ce qu'on fait des super profits de Total. Bien sûr, et parce que Total est une entreprise symbolique de la France, c'est la multinationale française. Voilà, qui a passé ses bénéfices de 7 milliards en 2020 à dernier semestre de 2021 de 7 milliards à 20 milliards en 2022. Donc, non, mais ça veut dire ils ont fait sur le premier semestre de 2022 autant que sur la... Ils ont fait 3 fois le premier semestre de 2021. Oui, 3 fois le premier semestre. Oui, donc autant que sur toute l'année. Bref, on ne va pas batailler sur les chiffres. Non, mais ce qui est énorme... Il y a des pays où on se réjouit quand une entreprise gagne beaucoup plus d'argent. Mais je suis d'accord avec vous sur la redistribution de la richesse, c'est un vrai débat. C'est pas simplement la redistribution avec les salariés, c'est que les super profits, quand il y avait la demande de taxer les super profits, c'est aussi parce que le pays en a besoin pour faire sa transition énergétique. Ça ne peut pas rester dans les caisses de Jean Garrigue.
Vous voulez intervenir. C'est pourquoi, si je peux en placer une, parce que c'est compliqué avec ces dames, mais c'est très bien. Oui, c'est messieurs, moi aussi, j'arrête pas d'intervenir. Non, mais c'est pourquoi je pense qu'on est là, c'est ça qui est intéressant dans ce conflit, c'est une révolution culturelle qui est en train de se faire. Je veux dire que ce qui compte dans ce conflit, c'est ça. C'est pas tellement les réticences du patron de Total et le jeu un peu politique, reconnaissons-le malgré tout, de la CGT. C'est quelque part que se joue justement de la part des salariés l'exigence d'avoir une répartition beaucoup plus équitable des bénéfices d'une entreprise. On a oublié de parler des actionnaires, parce que là aussi, les actionnaires, ce sont eux qui ont quand même réalisé des bénéfices très importants. Donc il y a aujourd'hui, et dans toutes les entreprises, parce qu'il y a eu le télétravail, parce qu'il y a une surinflation qui revient, etc., et que la question du pouvoir d'achat est revenue au premier plan. L'avait-elle quitté d'ailleurs? On nous avait un peu baladé avec la sécurité. Le pouvoir d'achat a toujours été le sujet des Français. Mais ce qui me semble très intéressant, c'est que voilà, maintenant les salariés et travailleurs ne veulent plus se laisser, je dirais, être les dindons de la farce de la redistribution. Ça, c'est quelque chose qui est quand même assez nouveau. Et c'est un enjeu profond et sociétal, Émilie. Oui, et je pense que le gouvernement avait plutôt ciblé sur l'intéressement, un peu à la De Gaulle, c'est-à-dire on favorise ça. D'ailleurs, il l'avait annoncé, Emmanuel Macron, on va essayer de faciliter pour que les entreprises... Mais quelque part, ça parle moins. C'est quelque chose de plus abstrait que son salaire et le côté pérenne, en fait. Je pense que ça n'a pas le même poids, ça n'a pas la même valeur pour un salarié d'avoir un intéressement choisi ou alors d'avoir son salaire qui augmente. Je pense que là-dessus, ça va être compliqué. Les banquiers aussi, ça n'a pas la même valeur. Hein. Tout à fait. Quand vous faites un emprunt, en plus, pour un emprunt, et en plus, comme les emprunts sont resserrés en ce moment. Mais je pense que la question de fond que le gouvernement aborde très peu, et vous l'avez dit tout à l'heure, le plan de sobriété, il est quand même... Bon, on règle la question urgente de passer un hiver, voire 2 hivers en baissant le chauffage. Il n'y avait pas tellement de projections sur la transition écologique. La question au fond de tout ça, ce que vous avez dit, Catherine, c'est le financement de la transition énergétique. Et pour l'instant, on s'y prend un peu comme des manches parce qu'on met un bouclier tarifaire qui fait qu'on paye moins cher une énergie fossile dont on veut se séparer et on n'arrive pas à profiter de l'argent amassé par ces énergéticiens qui pourraient, et d'ailleurs Total le fait, il faut pas mentir non plus, Total investit dans la transition énergétique de plus en plus dans les énergies renouvelables, il y a des projets d'éoliennes qui se font, mais on pourrait peut-être un petit peu les taxer davantage. Et je pense que cette question-là, elle n'est pas du tout faite, et derrière il y a cette question, il y a l'idée de se dire un bouclier tarifaire pour une énergie fossile dont on veut se passer, c'est pas bien, c'est pas intelligent. Mais par contre, il faut protéger les plus modestes. Mathieu, ce qui est compliqué, c'est quand on crée des taxes pour financer la transition écologique, quand on fait une taxe carbone, quand on fait des choses comme ça, tout le monde crie et tout le monde dit il est hors de question que... je parle de faire participer les entreprises. Moi, je parle des Français. Je parle des Français. Quand on fait des taxes carbone, tout le monde crie. Ou quand si on augmentait le prix du carburant, tout le monde crierait. Et quand on indemnise les Français parce que les prix augmentent, on crie aussi. On est quand même assez contradictoire et ambivalent sur cette question. Après, la question des surprofits, oui, elle se pose. Quand on entend la défense de Patrick Pouyanné qui dit mais je paye des impôts en France, je paye mes taxes sociales. Non, il paye des cotisations sociales comme tout bon employeur. C'est pas un geste qu'il fait. Simplement, il y a un système fiscal, on en a déjà parlé sur ce plateau plusieurs fois, qui fait que l'impôt, il est territorialisé, il est payé en gros dans les pays où il explore et où il produit du pétrole, et non pas en France où ces activités comme le raffinage sont assez peu bénéficiaires par rapport à l'exploration-production, il faut le dire. Mais juste, donc voilà. On pourrait imaginer avoir un fonds d'investissement. Emmanuel Macron, c'est un entrepreneur, c'est la Startup Nation. On peut imaginer que les entreprises investissent. Là, il y a la distribution des richesses au sein des entreprises, mais il y a aussi l'investissement. On pourrait les forcer, les flécher sur une transition énergétique. Il y a des possibilités. C'est pas forcément une taxe, c'est de l'investissement. Je vais donner un autre chiffre. Dans un bâtiment collectif, l'isolation thermique d'un logement, c'est 25 000 €. Vous connaissez bien, je le dis pour nos téléspectateurs qui ne le savent pas forcément, parce que vous êtes architecte. Tout à fait. Donc vous connaissez vraiment bien. Je connais vraiment bien. Donc c'est 25 000 € le prix. Aujourd'hui, l'État a provisionné 2,5 milliards. Ça veut dire qu'il a provisionné pour l'isolation de 100 000 logements. On a 37 millions de logements en France, dont la moitié pratiquement sont dans les étiquettes les plus basses. Ce que je veux dire, c'est que ne serait-ce que les 8 milliards qui ont été versés aux actionnaires, je ne dis pas qu'il faut tout leur prendre, mais on en prendrait la moitié. Et on mettrait ces 4 milliards en partie pour faire de l'énergie renouvelable, de l'hydrogène, et pour isoler, pour multiplier par 2
les subventions accordées pour isoler les logements, c'est-à-dire que c'est pas notre, ça irait plus vite et ça ferait il y a un conseil constitutionnel, il y a l'égalité devant l'impôt. Qu'est-ce qui fait qu'on ferait payer Total plutôt que d'autres? Ce ne sont pas que des questions techniques, ce sont aussi des questions qui peuvent se... En tout cas, ça devient une question politique qui a été posée et Total ne peut pas avoir des super profits. En plus, accumuler une rente de situation qu'il va augmenter. C'est-à-dire que lui, il fait des investissements qui vont conforter sa position oligarchique. Enfin, je veux dire, sa position dominante. Qui vont lui permettre de résister à la concurrence internationale. Il n'y a pas que Total sur le marché des hydrocarbures et des énergies renouvelables. Ça se discute. Je ne dis pas qu'il faut tout prendre, mais je pense que ça se discute. Et il y a aussi la question de faire des économies d'énergie. De l'attractivité d'un pays. Il faut aussi garder ça en tête quand on prend ces mesures-là. On va résoudre à l'échelle franco-française. C'est ça la question que je me pose. Disons qu'à l'échelle européenne, ça s'est pas très bien passé. On va dire que même le marché de l'énergie à l'échelle européenne, il a surtout conduit à mettre EDF sur le flanc. Donc on peut. Non, mais en ce moment, tout le monde dit oui, ça serait bien de changer, mais personne n'analyse vraiment la situation. Allez, on écoute Jean Garrigue. On ne peut pas tenir compte de la concurrence européenne et de ce qui se passe dans les autres pays européens. Vous voyez, si vous alors, prenons Monsieur Patrick Pouyanné, là, vous le taxez de manière outrancière, il va aller ailleurs, ou alors les capitaux vont se déplacer ailleurs, ou vous pouvez atteindre... Non, mais il y a peut-être d'autres gens qui peuvent faire son travail à moins cher. Non, mais je ne suis pas là pour le défendre, en plus, je ne connais pas ce monsieur. Mais ce que je veux dire... Est-ce que c'est légitime 6 millions d'euros par an? Franchement. Alors ça, c'est un autre débat. C'est sur le salaire des patrons, qui est un vrai bon débat, mais il y a encore plein de thèmes que... Il va ailleurs. Oui, il va ailleurs. Les salaires des patrons, est-ce qu'on peut se payer les meilleurs patrons pour moins cher, etc. C'est un autre débat, Catherine, qu'on fera une fois sur ce plateau, je vous le promets, et on vous invitera parce que je le trouve très intéressant. Allez, je reprends un peu la main. C'est un débat passionnant, tout le monde a envie de parler en même temps. Peut-être pour revoir un peu comment l'exécutif communique depuis ce matin. Je trouve que c'est quand même assez intéressant. Donc il y a une double séquence. Il y a d'abord la Première ministre, Elisabeth Borne, vous le savez, elle est en déplacement en Algérie, et depuis Alger, elle donne une interview à nos confrères de RTL pour dire ceci. Moi, j'ai vraiment invité les directions et les représentants des salariés à la fois d'Esso et de Total à se mettre autour de la table. Il y a des blocages qui sont liés à des attentes salariales de la part donc des salariés. Je pense que tout ça doit se faire dans la discussion, dans la négociation. Moi, je compte sur la direction et les représentants des salariés pour trouver des accords et arrêter les blocages qui pénalisent les Français. Donc là, on est dans une logique. D'ailleurs, elle cite Total et Esso pour pas centrer uniquement le débat sur Total. Donc c'est aux partenaires sociaux de trouver la solution. Ensuite, Emmanuel Macron, on en a vu un autre extrait dans votre édito tout à l'heure, Mathieu. Emmanuel Macron, qui est un peu sur la même ligne. Écoutez-le. Le gouvernement prend sa part en mettant la pression pour que les négociations aboutissent au plus vite, mais il faut que les parties prenantes prennent leurs responsabilités. Les entreprises et les chefs d'entreprise concernés et les syndicats concernés, le blocage, c'est pas une façon de négocier. Le blocage, c'est pas une façon de négocier. Et il a dit dans cette interview aussi, Emmanuel Macron, que les négociations étaient en bonne voie, Émilie Zapalski. Si on parle de communication politique, il prend quand même un sacré risque. Parce que, en l'occurrence, la grève a été reconduite. Et alors, il a certainement des informations qu'on n'a pas, mais il prend un risque. Oui, bien sûr, il prend un risque. Et puis, c'est quand même un petit peu gonflé de dire la pression, enfin, de faire la pression. C'est, voilà, quand on fait une grève ou quand on fait une manifestation, on va pas demander l'autorisation. Voilà, c'est préventif, c'est peut-être ça qui choque, mais il y a quand même l'idée de bloquer. Ok, mais tous les syndicalistes ne sont pas d'accord. Tiens, on écoute Laurent Berger, je vous donne la parole juste après. Laurent Berger, secrétaire général de la CFDT, évidemment. La CFDT, elle n'est pas tellement pour les grèves préventives. Elle est pour agir au moment où on discute sur le sujet. Il y a deux problèmes. Il y a trois problèmes sur les problèmes d'approvisionnement, je crois qu'il faut le dire. Le premier, c'est évidemment cette grève, qui est une grève alors qu'il y a des négociations qui doivent s'ouvrir et on a le rapport de force nécessaire pour imposer des augmentations, notamment à Total. Le deuxième, et ça s'ouvre le 15 novembre. Et il y a eu un accord de branche qui faisait un plancher et qui va s'augmenter. Donc vous êtes en train de me dire qu'on n'avait pas besoin de cette grève? Non, je crois, j'assume ça. Et mes collègues de Total et d'Exxon assument.
Donc, pardon de vous avoir interrompu. Et finalement, ça ouvre la question, elle a un peu abordé. Est-ce que c'est une grève politique de la part de la CGT avec cette idée de faire la jonction avec le 16 octobre, la manifestation, le mouvement samedi prochain? Probablement. Et on voit que d'ailleurs, ils ont recentré la question sur les salaires complètement. Il y a eu un communiqué de la CGT en disant, bon, ben voilà, on est d'accord pour négocier que sur ça. Total a l'air d'accord. Donc ça avance quand même. Évidemment que c'est pour mettre ce sujet sur la table. Et comme on le disait, c'est quelque chose qui rôde depuis longtemps, l'augmentation des salaires. Et là, c'est une opportunité terrible pour y aller. Je pense qu'il y a aussi la question, peut-être en sous-main du gouvernement, peut-être qu'il commence à obtenir des informations de la part de Total, parce qu'on est quand même en discussion budgétaire, et on l'a dit tout à l'heure, il y a la taxe sur les super profits qui est quand même en question. Est-ce que c'est pas aussi un moyen de dire, Total, bon, bah voilà, mieux vaut lâcher un petit peu sur l'augmentation des salaires, et puis nous, peut-être, je sais pas, à droite et extrême droite, on peut essayer d'éviter que la taxe sur les super profits, je sais pas, il peut y avoir aussi des négociations comme ça. En tout cas, c'est vrai que le ton d'Emmanuel Macron, qui a voulu prendre un peu de hauteur de vue en disant, parce que quand même il s'occupe de toutes les affaires, mais là il veut pas s'en occuper, mais il a été de plus en plus positif. Donc, les négociations qui sont en bonne voie, c'est assez étrange, puisque hier les syndicats disaient qu'ils n'étaient toujours pas en contact avec la direction de Total. Donc si hier il n'y avait toujours pas de prise de contact entre les syndicats et la direction de Total, on ne peut pas imaginer que le lundi les négociations soient déjà en bonne voie. Enfin, je veux dire, au moins qu'ils se soient rencontrés, qu'ils se rencontrent, ce qui ne semble pas encore avoir... Ça pose aussi la question qui est toujours intéressante des salariés qui ont le pouvoir de blocage. On cite souvent les aiguilleurs du ciel, on pourrait citer les cheminots, etc. etc. Est-ce qu'ils font grève pour eux ou pour les autres? Un peu les deux. Ou pour tous les autres? Toujours pour eux, Catherine. Toujours. Ils le font pour eux, mais s'ils sont soutenus. Si aujourd'hui, la dame... J'entends bien, mais ils ont à raison. Là, la possibilité d'avoir des augmentations de salaire, parce qu'on l'a dit, Total a fait de bénéfices colossaux. Et dans les milieux très syndiqués, comme l'industrie est quand même plus syndiquée, les raffineries sont quand même plus syndiquées, c'est comme les dockers, enfin voilà, il y a des bastions syndiqués, eh ben on a un rapport de force qui est plus favorable aux salariés. Et c'est une grève préventive pour mettre la pression sur le patronat. C'est un grand classique. Alors on peut en penser ce qu'on en veut. Certains trouvent que c'est une bonne idée de faire pression avant les négos, d'autres comme Laurent Berger disent que c'est quand même absurde, ce dialogue social à la française, où on commence par montrer ses muscles avant de discuter. Mais ils se battent évidemment pour eux. Les syndicats, et c'est d'ailleurs ce qu'on leur reproche quand on voit le taux de syndiqués en France, ils ont toujours fait la préférence pour les salariés en poste. Ils disent on se bat pour tous les autres parce que nous on est en capacité de le faire. Allez, un mot là-dessus, Catherine, et ensuite on parle des stocks stratégiques. Oui, non, je pense que c'est évident qu'ils se battent pour eux, mais c'est évident que si ça peut tenir, c'est aussi parce qu'ils n'ont pas la France contre eux. Et si, d'une certaine manière, on a de manière réitéré ce phénomène, cet événement qui se produit, quelqu'un fait grève et en fait le reste de la France finalement soutient ou ne s'oppose pas parce qu'ils savent bien que eux, c'est vrai qu'ils gagnent plus que la plupart des Français, parce qu'ils sont dans une situation de rapport de force qui leur est favorable, mais que d'une certaine manière, ils continuent de maintenir un standard en disant c'est pas anormal de gagner 3 000 € par mois quand on fait les 3-8 et qu'on est un ouvrier qualifié. Donc voilà, ils continuent de maintenir un standard et tout le monde est content de ça. Parce que j'ai plein d'autres thèmes à aborder. Juste rappeler que la CGT, elle est quand même dans une stratégie de conflictualité, puisqu'elle a été depuis quelques années dépassée par la CFDT, qui est une autre stratégie qui, à mon sens, est plus en adéquation avec ce qui se fait ailleurs en Europe. Voilà. Mais juste, je voudrais tordre le cou l'idée que la CGT le fait pour le 16 octobre. Parce qu'il faut quand même rappeler que Martinez n'a pas voulu appeler à manifester le 16 octobre. Donc il n'y a pas d'espèce de grande coalition de complot. Mais est-ce qu'il n'y a pas quelque chose, parce qu'on n'a pas encore attaqué la réforme des retraites, on parlait tout à l'heure de 2010. 2010, il y a eu une pénurie, il y a eu ces problèmes des stations. Pardon. Il y a eu un problème sur les stations-service et parce qu'il y avait en 2010 cette réforme des retraites. En fait, ce que je veux dire, c'est que ça rejoint, quelque part, il y a beaucoup de préoccupations sociales qui peuvent, au bout d'un moment, se rejoindre. On n'a pas encore attaqué les négociations, enfin si ça va s'attaquer demain, mais par les syndicats. Je pense plus d'abord à leur salaire qu'à la réforme des retraites. Oui, mais en tout cas, ça peut avoir un écho. On va évoquer, il nous reste une douzaine de minutes, je voudrais qu'on parle des leviers que le gouvernement peut activer. Vous l'avez évoqué rapidement tout à l'heure, Mathieu. Il y a la question des réserves stratégiques. Samia Dechir, vous pouvez nous rejoindre sur ce plateau. Bonsoir Samia, bienvenue. Alors, de quoi on parle? C'est quoi ces réserves stratégiques? Alors c'est un stock qui correspond à 90 jours de consommation dans notre pays, c'est-à-dire à peu près 3 mois.
Pour la France, donc, ça représente environ 18 millions de tonnes de carburant. Et c'est une obligation pour les entreprises. Elles doivent s'organiser pour assurer que ce stock soit disponible. Ça date d'une loi qui a été votée en 1928. À l'époque, on est en train de tirer les leçons un peu de la Première Guerre mondiale et pendant laquelle d'ailleurs on a bien failli manquer de pétrole, et on réalise donc que c'est une ressource stratégique, et pas seulement pour faire la guerre mais aussi tout simplement pour faire tourner le pays. D'où cette loi qui a été votée à l'époque. Alors je précise quand même que ce stock stratégique, il est censé uniquement servir à un usage civil, hein, Thomas. Pour l'armée, il y a d'autres réserves de pétrole. Et alors où sont stockés ces 18 millions de tonnes de carburant? Oui, c'est une bonne question parce que ça fait quand même une sacrée quantité. La majeure partie, elle est stockée sur un site à Manosque. C'est une zone du parc naturel du Luberon où se trouvent 30 cavités salines qui peuvent stocker jusqu'à 9 millions de mètres cubes de pétrole. Les réserves stratégiques, elles sont aussi stockées dans les 8 raffineries que compte la France et enfin dans 80 dépôts commerciaux qui, eux, sont répartis sur tout le territoire. Alors, c'est aux opérateurs, hein, je le disais, de constituer ces stocks, mais seul l'État peut décider de les débloquer, comme ça a été le cas déjà en 2016, là aussi en raison de grève dans une raffinerie. À l'époque, on avait débloqué l'équivalent de 3 jours de consommation de pétrole dans notre pays. Et plus récemment, on le sait moins, mais début 2022, au moment du déclenchement de la guerre en Ukraine, à la demande de l'Agence internationale de l'énergie, la France a également libéré une partie de ses réserves stratégiques de pétrole avec un but, hein, c'était de limiter l'augmentation des prix. Merci beaucoup, merci Samia. Je me tourne vers Patrice Geoffron qui est avec nous en duplex, en visioconférence, professeur d'économie à Paris-Dauphine, directeur du Centre de géopolitique de l'énergie et des matières premières. Bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. Peut-être un mot sur ces stocks stratégiques. Ils sont très rapidement débloquables, c'est-à-dire que quand le gouvernement dit on débloque, ça peut être dans les stations-service en quoi, 24, 48 heures, c'est rapide ça? Oui, derrière tout ça, il y a de la logistique, hein, donc ça peut prendre évidemment un peu de temps. On le constate à l'heure actuelle, hein, le problème n'a pas été résolu instantanément sur la base de la décision qui a été annoncée par la Première ministre et notamment dans la partie nord de la France. Donc il faut imaginer qu'il y a à la fois la question de l'accès aux stocks, qui sont très largement répartis sur le territoire et plutôt maillés. Il y a la disponibilité évidemment des capacités de transport, donc ça suppose évidemment d'avoir des camions qui soient adaptés, puis d'avoir des chauffeurs, et puis évidemment de parvenir à rattraper le retard qui a été accumulé au cours des 10 derniers jours. Donc évidemment tout ça n'est pas instantané. Et puis par ailleurs, il s'agit avec ces stocks stratégiques de répondre à une partie de l'inquiétude de nos concitoyens et ce faisant de s'efforcer finalement d'éviter l'afflux à la pompe tel qu'on l'a vu ce week-end, voilà, de telle manière envoyer un signal disons d'attente à minima et faire en sorte, ce qui serait la vraie difficulté, que les professions essentielles, et on peut penser évidemment aux professions médicales, se trouvent, et puis par ailleurs évidemment aux artisans, à l'ensemble de nos concitoyens qui ont des obligations qui n'ont pas nécessairement la totalité des ménages, voilà, ne se retrouvent pas face à une réelle pénurie. Donc on est à ce point de tension, d'où la décision de la Première ministre. Oui, d'ailleurs, information de cette fin d'après-midi donnée par nos confrères du Parisien aujourd'hui en France, l'interdiction de remplir des jerrycans. C'est vrai qu'on a beaucoup de vues dans les stations-service, on a des gens qui font le plein et puis qui ont 3 ou 4 jerrycans dans le coffre et qui, bref, pour ceux qui font la queue depuis 3 quarts d'heure et qui arrivent et que la porte se ferme, c'est un peu agaçant. Mais on peut comprendre le réflexe, mais tout ça, c'est interdit. Ça a été annoncé en cette fin d'après-midi, en tout cas révélé par nos confrères du Parisien. J'ai une autre question pour vous, Patrice Geoffron, sur, donc là, ça c'était pour les stocks stratégiques, mais il y a aussi d'autres moyens d'importer du carburant déjà raffiné. Et donc ça j'imagine que c'est aussi en cours. Est-ce que c'est si facile que ça ? Alors c'est également en cours. Après, il y a des délais naturellement d'acheminement. Suppose soit de les acheminer jusqu'aux différents ports d'importation, soit d'acheminer également, mais par voie terrestre cette fois, du pétrole, enfin des produits pétroliers plutôt, et ça c'est en cours en provenance du Benelux. Il y a une autre voie d'acheminement, elle, fluviale, notamment par le Rhin. Voilà, donc ce qui donne à la fois une perspective géographique sur les solutions de repli, mais ce qui, dans chaque cas, permet de comprendre un peu la logistique sous-jacente et puis le fait que, à l'évidence, tout ça va prendre au minimum quelques jours.
Et dernière question, qui prend cette décision sur le fait d'importer du carburant déjà raffiné? C'est l'État, ce sont les opérateurs, enfin ce sont les compagnies pétrolières, c'est-à-dire Total, Exxon et les autres? Alors, il y a deux choses différentes par rapport à votre première question. Sur les stocks stratégiques, eh bien c'est régalien et ça a été dit par votre journaliste. Et puis par ailleurs, concernant eh bien, la nécessité d'approvisionnement, là on a de la coordination au plus haut niveau entre les autorités publiques schématiquement et puis par ailleurs les opérateurs. Voilà, qui ont intérêt évidemment à ce qu'ils à garder une activité dans leur point de distribution et donc à trouver pour ça des solutions de repli. Merci beaucoup, merci Patrice Geoffron pour cet éclairage. J'ai l'impression, Jean Garrigue, que c'est une espèce de course contre la montre, quoi, entre voilà, cette inquiétude, certains d'hispaniques qui gagnent de nombreux Français, voilà, on a tous passé du temps ce week-end pour ceux qui roulent en voiture à essayer de trouver du carburant, et puis ce gouvernement qui cherche à remplir les cuves par tous les moyens. Oui, parce qu'on est toujours dans cet équilibre fragile entre la psychologie des foules, les mentalités, la manière dont les gens perçoivent une réalité et cette réalité que les politiques ont à gérer, mais à travers leur communication. Parce qu'on voit très bien, là, tous les effets de posture, on a parlé avec Élisabeth Borne, Emmanuel Macron, donc c'est finalement la vérité, personne ne la sait, personne ne la dit véritablement, mais on a quelque chose qui s'appelle la gouvernance et qui est confronté justement à ces phénomènes irrationnels qui sont les nôtres et qui sont de plus en plus difficiles à gérer dans notre société avec les réseaux sociaux, la surinformation, l'immédiateté de l'information qui décuple tous ces réflexes. Ouais. Émilie Zapalski, il y a ce soir à 21h à Matignon une réunion de crise. Élisabeth Borne qui convoque 4 de ses ministres. En creux, ça ressemble quand même un peu à une reprise en main. À une reprise en main, oui. On sent au fil des jours quand même qu'il y a cette idée que probablement la communication a été assez déplorable et il y a eu un espèce de déni de la réalité. Et on sent, oui, cette reprise en main. Ce que je trouve intéressant, c'est que ça ressemble... Quand on voit, là, vous parliez de cette interdiction de remplir des jerrycans, on est ça me fait penser au Covid, on était sur l'attestation. Il y a toujours les mêmes problèmes qui se posent. De logistique, hein, le professeur en économie l'a dit, on a toujours un problème de logistique en France. Les vaccins, c'était la même chose. Là, c'est ramener de l'essence, les masques, et on a cette question de est-ce qu'on interdit, est-ce qu'on arrive à négocier, comment on traite la population, est-ce que c'est la responsabilité ou bien c'est un État un peu autoritaire qui dit ce qu'il faut faire ou pas faire. Je trouve que c'est quand même intéressant. On est toujours entre infantilisation et responsabilisation. Exactement, ça amène à... Bon, après, on espère que ça va pouvoir se résoudre, mais ça va être encore un temps. Oui, en tout cas, ça module le propos du président quand il dit on n'a pas à intervenir. Là, on voit bien que il faut qu'ils interviennent. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une question stratégique. Et la deuxième question que ça pose, c'est qu'on voit à quel point notre pays est dépendant au pétrole et que vraiment là ça devient une question politique majeure. Comment on s'en sort, comment on fait émerger des alternatives à ce tout pétrole qui nous rend fragiles. Et puisqu'on parle des leviers que le gouvernement peut actionner, il y a aussi, on l'a évoqué très rapidement, il y a la manière forte. C'est ce que réclame la CPME qui regroupe, je le rappelle, 243 000 TPE, petites entreprises, PME et ETI, entreprises de taille intermédiaire. Regardez ce communiqué. Il convient que les pouvoirs publics et en particulier les préfets assument les responsabilités qui leur incombent en prenant les mesures, y compris juridiques, telles que réquisition, pour assurer le fonctionnement normal des raffineries. Là, Catherine, je reste avec vous parce que il y a sans doute cette tentation. On évoquait, c'était 2010, octobre 2010, c'est presque la même date. C'était le 19 octobre 2010 quand Nicolas Sarkozy décide d'actionner ce levier de la réquisition. Il y a un risque politique qui est... Exactement. Surtout, c'est pas le même climat aujourd'hui et celui de 2010, même si on était en plein mouvement des retraites. Oui, mais là, on est dans un moment vraiment de grande inquiétude sociale et je pense que le gouvernement va y réfléchir à deux fois avant d'abord parce que ça peut provoquer un effet en chaîne dans d'autres secteurs de solidarisation avec le fait de passer en force. Là, il faut que la négociation s'ouvre et qu'ils aboutissent à une solution. Mais surtout, c'est qu'on a une inquiétude. Ça rencontre, encore une fois, ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est que ça rencontre une inquiétude partagée par les Français face à l'inflation et face aux petits salaires. Et que donc, on ne peut pas y aller frontalement et brutalement. Oui, mais il y a aussi une part de l'opinion publique qui demande un peu de poigne face à une situation comme
celle-là. C'est possible, mais je pense que c'est pour ça que c'est une question qui est délicate et que pour l'instant, ce qu'ils essayent de faire, c'est de régler le problème, faire aboutir les négociations et libérer les stocks stratégiques. Juste une chose, à ce risque politique s'ajoute un risque juridique, puisqu'après, il peut y avoir l'État peut se retrouver en procès pour avoir remis en cause le droit de grève, et ça peut se passer au Conseil d'État, et du coup, la décision pourrait être... C'est intéressant parce qu'on est là aussi un peu au cœur de l'archipel français, parce que vous avez comme ça des intérêts catégoriels qui s'opposent, des groupes sociaux qui s'opposent clairement. Et ça, on est vraiment au cœur de nos problématiques, et qui explique aussi d'ailleurs la fragmentation de notre espace politique. Je veux dire que là aussi, ce conflit, il est assez exemplaire. Parce qu'on voit très bien qu'il peut y avoir une solidarisation d'une partie des salariés par rapport au combat que mènent les gens de chez Total, mais pour d'autres organisations, d'autres groupes, d'autres catégories sociales, ça peut se passer d'une autre manière. Voilà. Et moi, je trouve que ça ressemble beaucoup à notre paysage politique. Merci beaucoup. Merci à tous les trois d'avoir participé à ce débat. Jean, je vais rappeler le titre de votre tout nouveau livre, Élysée contre... je le place où ? Ici. Élysée contre Matignon. C'est publié aux éditions Talendier, le couple infernal de 1958 à nos jours. Merci encore à tous les trois.